génial avec l'hyperscale. Même si on fait un process qui est très simple et qui marche aujourd'hui, il marchera pas demain. Et c'est ça qui a été passionnant à Doctolib. J'avais un peu envie de faire un break et de faire un tour du monde en bateau. Un chasseur de tête m'appelle et en gros, réponse, non, je cherche pas. Mais c'est quoi la boîte quand même ? Ah, c'est Click and Boat. Ah, c'est marrant ça. C'est Click and Boat, c'est dans le monde du bateau, donc on va voir. J'aime bien cette petite boutade. Quand vous sortez d'un meeting où vous sentez qu'on n'a rien dit, essayez de placer on fait comme on a dit. Pour moi, ça veut bien dire il s'est rien passé, on n'a rien décidé et il se passera rien. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Denayer, qui est le CTO de Click and Boat. Merci Nicolas de m'accueillir dans tes locaux. Merci de m'inviter. C'est avec plaisir. Alors, je dis tes locaux, c'est la première fois que je viens dans des locaux qui sont sur l'eau en fait. Donc c'est assez cool. Effectivement, Click and Boat, j'imagine que, il n'y a pas de, on comprend pourquoi vous êtes sur l'eau. Mais sur une péniche à Paris, quoi. Et oui, c'est assez naturel en fait pour le business model qu'on a, mais c'est vrai que ça reste très original à Paris et ça a beaucoup de charme pour le coup. Ouais, alors, tu me disais, j'espère que tu vas pas tanguer et avoir le mal de mer pendant l'enregistrement. Alors il y a vraiment un côté où les new joiners, souvent un petit peu sur les premières fois où ils se rendent, ils bossent dans les locaux, quand les péniches passent, ça fait drôle et il y a pas mal de mouvements, mais on s'y fait très vite. Bon, écoute, pour l'instant, tout va bien. Écoute, merci en tous les cas de m'accueillir. Aujourd'hui, CTO de Click and Boat, mais tu as un parcours riche avec pas mal de grosses étapes. On en parlait un petit peu, et notamment une première, je vais te laisser te présenter, mais une première chez Octo, et tu me parlais de la mafia Octo, pardon. Ouais, tout à fait. Oui, il y a eu des petites expériences de développeurs et même au Page Jaune Paris, c'est là où j'avais démarré à Paris. Mais en fait, là-bas, il y avait déjà des Octo qui bossaient sur la mission. Et c'est vraiment là où j'ai mis le petit doigt dedans. Et puis, je m'y suis engouffré totalement. C'était en 2009-2010. Et puis, Octo Technologies, après, j'y suis resté 3 ans. Et comme j'aime bien le dire, j'ai l'impression que ça a duré 10 ans, mais en vrai, c'était seulement 3 ans. Et c'était clairement les plus formateurs de ma carrière. Pourquoi tu as eu l'impression que ça a duré 10 ans ? Parce que tu as l'intensité, le nombre de missions, le nombre de clients, les apprentissages. C'est un peu tout ça. Et oui, c'est certainement le moment où j'ai appris le plus dans ma carrière. Et certainement dû au rythme des missions. C'est vrai que ça doit être assez lié. Et je pense que c'est vraiment ce côté où en fait je trouve que même plus tard dans la carrière on se rend compte de ceux qui ont été consultants ou pas. Je pense que c'est vraiment une très bonne école, elle est très intense, elle est éprouvante et j'aurais pas fait ça, j'aurais pas continué ça jusque là. T'aurais pas continué ça 10 ans. Exactement. Et la transition, on m'a évoqué qu'elle pouvait être parfois difficile, ça n'a pas forcément été revenir chez le client comme on pouvait dire, qui a été compliqué. Mais en tout cas, c'est sûr, c'était les 3 années les plus intenses, là où j'ai appris le plus, parce que justement, on voit plein de contextes différents. On est obligé d'être impactant. En plus, Octo avait vraiment et a toujours une très belle image, et il fallait vraiment arriver à être impactant. On avait des gros TJM, donc au bout de 2 jours, il fallait avoir fait ses preuves, puisque Tu ressentais la pression du TJM ? Clairement, nous, on savait qu'on était quelque part, les clients nous le disaient, si on vient voir Octo, c'est parce qu'on veut mettre les moyens, c'est parce qu'on a envie d'avoir les meilleurs, etc. Et je dirais que cette pression à Octo, quand moi j'y étais, on la ressentait. Et elle était saine et parfois aussi un peu plus malsaine entre collaborateurs. Je pense qu'on se mettait... Pourquoi entre collaborateurs ? Une pression d'excellence, tout simplement. Moi, quelque chose, c'était un début de carrière, on connaît rien, on a tout autour de nous des gens qu'on entend stars à l'époque du NoSQL, star du Java. Alors lui, il a comité sur ce projet open source d'envergure, etc. Et nous, on sait à peu près rien. Et il y a tous les midis, il y a quelqu'un qui va faire une conférence interne sur un nouveau sujet. Et nous, on n'a que ce prisme de la totalité des compétences que les gens projettent sur nous. Et on se dit qu'on doit tout savoir.
Il m'a fallu quelques années à me dire, ok, on se spécialise, on sait ce qu'on sait, et on n'a pas besoin de tout savoir. Donc le FOMO, Fear of Missing Out, à cette époque-là, je pense qu'il était puissant moteur pour apprendre et pour se donner à fond. Mais je pense que clairement, à cette époque-là, je me rappelle même avec, on va dire avec les vieux briscards de l'époque, j'en ai parlé avec certains, oui, il y avait une certaine pression d'excellence qui était parfois un peu dure à gérer. C'est qui les vieux briscards auxquels tu penses? Oh là, par rapport à ce que je viens de dire, c'est pas forcément tout le monde, mais moi j'ai clairement une époque avec Dahl, donc je vais citer que des surnoms, mais en fait David Dalia, Benjamin Magnan, Fabrice Robini, Eric Pantera et plein d'autres. C'était une BU spécifique à l'époque qui marchait très très bien. Ok, puis j'en profite, je fais un petit coucou à mon directeur d'agence de Lyon, parce que je crois que vous étiez dans la même équipe, lui plutôt côté commerce. Jean-Fabien, N15J, FH. Exactement. Il faisait partie de toute cette petite clique-là. Ok. Et quand tu regardes dans le rétro 5, 6, 7, 8, enfin un peu plus, mais derrière, tu disais, c'est la période où j'ai appris le plus. C'est quoi les trucs, les choses qu'aujourd'hui tu as apprises de cette époque et qui continuent que tu continues d'avoir en tête en fait, qui te servent aujourd'hui encore? Ouais, je pense que c'est plutôt le recul, et c'est peut-être aussi ce métier de consultant, c'est être capable de prendre du recul sur ce qu'on voit et pas foncer tête dans le guidon. Mais je dirais que c'est là où j'ai appris le plus, on va dire, sur un temps laps, et c'est surtout que je partais de zéro, donc le delta était grand. Après... La première année, tu as pris un coup de... un gros coup d'accélérateur. Exactement. Mais typiquement, moi, j'ai beaucoup appris auprès d'Ismaël Eric, j'ai même pas cité, IHE, pour citer les trigrammes. Et à l'époque, j'ai beaucoup appris sur de la méthodologie, du lean, mais c'était les tout débuts aussi des méthodos agiles. Et il y avait vraiment ce côté où moi, je suis tombé dans la méthodo et je suis même devenu un petit peu ayatollah de tous ces principes, et peut-être un peu trop. Et d'ailleurs, j'ai appris que la méthodo était importante, mais par contre, je pense qu'à la sortie de Octo, j'étais trop méthodo. Et justement, j'ai appris à appliquer ces méthodos un peu by the book, juste après, pour me rendre compte petit à petit que le by the book, justement, ça marchait pas du tout pour déconstruire. Donc j'ai appris plein de choses que j'ai su déconstruire après. C'est un peu compliqué, mais sur les méthodos, justement, pour revenir au manifesto, le manifesto, il ne nous dit pas de faire comme ça, il nous donne les grands principes, c'est à nous de les appliquer. Et donc ce que j'aime bien dire, d'ailleurs, dans tous les recrutements que je fais, si quelqu'un n'a jamais bossé en méthode agile, c'est pas du tout un problème. C'est devenu tellement bullshit et galvaudé que ça n'a plus beaucoup de valeur pour moi. C'est plutôt une attitude, des grands principes. Et oui, il faut tous les connaître, mais il faut les appliquer aux besoins. Voilà. Les grands principes, les 12 grands principes? Oui, et pour le coup, alors la certification et les connaître par cœur, etc., je suis plus du tout là-dedans, justement. Là où avant, j'étais tout sur cumulative flow diagramme, du Kanban, etc., les WIP, les calculs des WIP limites et toutes ces choses-là et tous les graphiques que pouvait nous sortir Jira à l'époque. J'ai complètement abandonné tout ça. Ça peut me revenir si j'en ressens le besoin, mais en fait, je préfère largement, quand j'arrive dans une équipe ou dans un nouveau contexte d'ailleurs, toujours redémarrer par le process le plus simple possible et le construire avec l'équipe, plutôt que d'arriver par un truc avec un process qui est super chiadé, super complet, qui pourrait marcher diablement bien, mais qui malheureusement, si on n'a pas impliqué les gens et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on le fait, ne marchera jamais. Voilà. Je rebondis sur quelque chose, tu parlais de Scrum by the Book, Méthodo by the Book. Tu as des exemples de fois où tu t'es pris des exemples ou des expériences où tu t'es pris un mur à vouloir forcer à être justement by the book sur telle ou telle partie et où ça a créé un point de blocage? Oui, mais justement, c'est des expériences qui sont maintenant bien plus vieilles. Mais oui, moi je me rappelle justement, c'était une mission chez Corsairfly à l'époque et on était arrivé, c'était une des premières fois que je devais être le tech lead, ou en tout cas avec cette casquette-là. Et donc, j'arrive, à l'époque, c'est les post-it papier, c'est les grands rouleaux. On était connus à Octo pour avoir 3 kilos de post-it dépensés tous les jours. Et donc, on arrive, on déroule le grand papier blanc craft. Moi, je tire mes traits pendant toute la journée. Je fais un Kanban ou un board à 22 colonnes avec des WIP limits, des definition of done, etc.
Et si on bosse comme ça, c'est sûr, en tant qu'équipe, on va cartonner, quoi. Il suffit de faire un planning poker, etc. Tout va bien marcher. Et rien ne marchait, il fallait toujours être derrière les devs pour les pousser à bouger leurs post-it, etc. Et ça n'a pas marché, tout simplement. Donc en fait, on a fait table rase, on est reparti d'un tableau qui faisait to do, in progress et done. Et on a construit ensemble, parce qu'on voyait les problèmes ensemble, les nouvelles étapes du workflow. Ok, partir de simple, exactement ce que tu disais juste avant, quoi. Oui, mais ce que je rapplique vraiment Maintenant. tout le temps. Sur des grands principes, à la rigueur, s'il faut en citer quelques-uns, il y a Accelerate, qui est quand même le bouquin qui, pour moi, dit pas mal de vérité sur les quelques grands principes, et avec un des grands principes pour moi qui est itérer vite, mettez en prod le plus possible. Voilà. À la rigueur, c'est réduire tous les cycles de mise en prod et de tâches à faire. C'est celui-là qui va pour moi tirer le plus de choses derrière. Ok. Au bout des 3 ans, du coup, tu quittes Octo parce que trop d'intensité, parce qu'il y a une opportunité, parce que qu'est-ce qui se passe? Non, il y a eu pas mal, je trouve qu'il y a eu pas mal d'opportunités que j'ai eues qui ont été drivées par du perso. En fait, la dernière mission chez Octo, c'était de faire une transformation agile à grande échelle chez Viadeo. Et là-bas, on était avec Hervé Lournin, derrière, en directeur de mission. Et on a passé... À qui on fait un petit coucou, que j'ai reçu sur le podcast, et effectivement, ouais. Et que je salue bien fort, et également Benjamin Magnan. Donc on était tous les trois, on s'est vraiment bien marré sur cette mission. Je pense qu'on a fait pas mal de choses, et tout ça, c'était à Paris. Par contre, il y avait aussi une antenne à San Francisco, qui n'était pas dans le cadre de la mission. Et puis, Viadeo m'a demandé est-ce que je serais intéressé pour essayer d'aller continuer cette transformation agile là-bas. Et le côté perso a vraiment dit oui. Je ne sais pas si je serais resté à Viadeo à l'époque, mais pour aller faire du surf et être au soleil, j'étais plutôt très chaud. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis vraiment allé, on va dire, presque plus pour le perso au début. Et puis en fait, avec Benjamin Magnan, qui était aussi ancien Octo, on a repris une équipe et lui avait le côté produit et j'avais le côté tech. Et à nous deux, on s'est vraiment régalé. Et c'est là où on a pu appliquer pour la première fois toutes les bonnes idées qu'on avait pu trouver dans le bouquin Lean Startup et ce côté bien plus itération très rapide, Lean Startup, etc. Encore une fois, des grands principes, des grandes idées de travail, de manière de travailler qui étaient nouvelles à l'époque. C'était quelle année Viadeo à peu près? Et c'était quoi la transformation, la cible de la transformation que vous faisiez à Paris? C'était très très large. Hervé s'appuyait sur nous assez fréquemment, mais lui il était plutôt à coacher le codir sur comment on peut mieux définir des roadmaps. Et pour le coup, ça me fait marrer parce qu'on avait même présenté Safety, qui est un framework que je ne recommanderais plus du tout aujourd'hui, justement pour revenir un petit peu sur le côté des grands principes by the book que je pouvais pousser à l'époque et sur lequel je suis plutôt très anti. Donc je ne sais pas si vous voyez aux auditeurs le grand Safety qui essaie de résumer toutes les méthodes agiles sur une slide, mais pour moi, c'est absolument pas à appliquer comme ça, même s'il y a plein de bonnes choses derrière. Et donc du coup, pourquoi si tu rentres dans le détail, pourquoi aujourd'hui tu ne préconises plus et tu trouves limite anti? Parce que toutes les idées sous-jacentes sont bonnes. Par contre, faut les construire. Vaut mieux. Pour le coup, je dirais, il y a plein d'aspects de ça que je suis même en train d'essayer de repousser à Click and Boat en ce moment aujourd'hui. Comment on arrive à mieux intégrer les business units dans une définition d'une roadmap? Comment on arrive à avoir plusieurs niveaux d'abstraction? Un niveau où on va réfléchir plutôt en termes de OKR ou KPI de la boîte, et que cette North Star, on va essayer de la donner aux équipes, etc. Mais je pense que quand on a une personne qui a lu le bouquin, qui voit tous les détails, qui sait qu'on doit appeler ça comme ça, on doit définir ça comme ça, on doit faire ce process comme ça, et après on le donne aux équipes et qu'elles doivent se l'approprier sans comprendre pourquoi on veut le mettre en place, c'est là que le bas blesse. Alors qu'en fait, il faut mieux être coach, avoir ça en tête, avoir un petit peu ça comme pseudo-cible, mais le construire avec les équipiers. Et soit ils vont avoir les mêmes idées, mais ils vont dire que c'est les leurs et c'est vrai, et tant mieux. Soit ils vont avoir encore des meilleures idées, mais surtout on va adapter tout ça aux contraintes locales. En fait, dans Safety, il y a tout, mais il y a certainement plein de choses dont on n'a pas besoin dans le contexte local. Ok. Et voilà, et si je raccroche avec la mission, elle était vraiment du sol au plafond, et ça c'était intéressant, puisque Hervé il était vraiment en train de coacher le codir pour mieux animer des ateliers de story map, de roadmap, etc.
Et c'est les premières fois où moi, justement, en tant que petit assistant post-it, j'allais l'RV, je le voyais naviguer avec des C-level. Et d'un autre côté, avec Benjamin, on était parfois en train de faire coach TDD, aussi bien que comment écrire des user stories avec les product owners, comme on appelait à l'époque. Donc c'était vraiment à tout niveau. Opérationnel, craft. Aussi bien, mais c'est ça qui était génial. C'était aussi bien faire du craft et aider à optimiser le temps de build en local pour gagner du temps de développement que animer un atelier de story map avec les founders. Donc c'était vraiment du sol au plafond. Et pour le coup, si nous ont débauchés pour le bureau de San Francisco, je pense que ça avait pas mal plu, et je pense qu'en effet, ça a pas mal plu. Ok. Et tu y es resté combien de temps à San Francisco ? Ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. Et vous êtes partis ensemble ou pas ? Oui, on est partis à peu près ensemble. J'ai plus les vrais détails, mais bon, clairement, il y avait ce côté où, en fait, on avait la chance d'avoir les deux founders à l'époque qui nous aient une confiance. Je pense que d'ailleurs, cet épisode, il est assez rigolo. On était l'équipe Find & Connect, donc on était en charge de la recherche. Et la recherche, c'était un truc qui était legacy, très legacy. Il y avait que quelques rockstars. Pourtant, j'imagine, c'est le cœur du truc, quoi. Exactement, surtout quand on s'appelle une équipe Find & Connect. Mais il y avait eu quelques cerveaux un petit peu magiciens techniques, mais un peu obscurs, qui avaient créé un système qui était complètement inutilisable et pas reprenable par d'autres personnes. Et c'est à l'époque où il y avait Algolia qui commençait à monter en puissance. Et donc pour se réapproprier notre scope, on avait décidé de, sans trop prévenir, sans trop rentrer dans les process de roadmap historique, essayer de vraiment faire un petit peu une opération coup de poing et juste de faire un POC. Donc avec Benjamin Magnan, on s'était mis d'accord de mettre un peu l'équipe en pause en shadow, complètement en shadow. Et on était parti, on s'était dit ok, on va faire un POC, on va prendre 2 semaines et on va faire une nouvelle search complète, grâce à Algolia bien sûr, puisque on externalisait beaucoup d'intelligence chez eux. Et on l'a fait, on a fait un POC, on l'a mis en prod et on l'a montré à toute la boîte. Et là forcément le marketing n'était pas très content, mais les... Pourquoi ? Parce qu'en général, historiquement, c'était un petit peu encore dans les vieux modèles. C'est moins présent, je pense, aujourd'hui. Mais il y a au marketing, on a l'idée, c'est notre idée. Et puis après, il y a c'est les products, c'est au produit qu'on a vraiment l'idée. C'est nous qui la concevons vraiment. Puis après, en fait, non, c'est les devs. Ce fameux pourquoi on a fait des teams agiles et qu'on a cassé les silos dans le sens corps de métier et qu'on a rassemblé tout le monde autour d'un scope fonctionnel. Historiquement, Viadeo était encore coincé dans un côté, le marketing a les idées, définit une roadmap, et puis après, il y a les exécutants. Là, pour une fois, les développeurs avaient choisi de changer, ils avaient même choisi la tête des boutons et comment ça allait fonctionner. Et pour le coup, ça avait vraiment cartonné. Et je pense que ça avait vraiment permis de faire une opération coup de poing. Et après, les founders nous faisaient confiance pour justement être un petit peu l'équipe qui était capable d'itérer très vite, sans avoir des process de justement un peu safety à 12 étages où il faut attendre beaucoup de synchronisation. Ok, pas d'autres opérations coup de poing, j'en ai fait une quoi. Ouais, mais là... Elle est costaud. Elle était pas mal, ouais. Mais c'était vraiment aussi les premiers apprentissages du Lean Startup. On en parlait beaucoup justement à Octo Technologies. On le conseillait, c'était des lectures qui nous passionnaient. Eric Reyes, etc. Et là, pour le coup, c'était poussé par Benjamin. Oui. Et tu dis, on l'a fait en shadow, ça aurait pas marché si vous en avez... Bon, c'est ingénu, mais vous auriez pas pu le proposer en amont, côté market, en disant, faites-nous confiance, donnez-nous 2 semaines, donnez-nous un sprint. Oui, c'est vraiment un contexte où oui, non, clairement. Mais après, c'était... j'ai plus, c'est vieux. J'ai plus vraiment le détail, mais là, c'était aussi un petit peu... Je crois qu'il y avait eu un petit peu un contexte qui s'y prêtait bien. Il y avait le product qui devait aller faire de la discovery de manière un peu plus en amont sur autre chose. Enfin, je sais plus. Mais on a vu une opportunité, on l'avait saisie. Vous l'avez saisie. Et voilà. Et ça cartonne. Et pour moi, vraiment, ce qui était intéressant, c'est que derrière, on avait réussi à gagner ce côté Lean Startup qu'on avait réussi à initier la première fois. Okay. Et l'exemple qui m'avait vraiment bien plu là-bas, c'était les 2 founders qui nous pitchent on a un réseau social professionnel virtuel, mais ce serait bien de briser la classe et de faire que les gens se rencontrent dans la vraie vie. C'est un CEO, il parle bien, ça nous enflamme, on a envie d'y aller pleine balle.
Mais en fait, est-ce qu'on a envie d'y aller? On réfléchit avec le product, on se dit qu'avec les outils qu'on a, tout ce qu'il imagine un petit peu, il vient me voir avec une pseudo-version, une idée en gros, grosso modo, ça doit prendre 3 mois. On venait de lire ce bouquin, c'est sûr, on va pas passer 3 mois à faire un truc où on sait même pas si ça a du potentiel. Donc on essaie de tout charcuter, et ok, on arrive à 1 mois si vraiment on est MVP de MVP. Mais MVP, même à l'époque, c'était des mots qu'on commençait à peine à utiliser. Et puis là, on se dit, ok, on va au bout de la chose, faisons vraiment du Lean Startup by the book. Et là, on va seulement mettre un bouton sur la page du profil. Imaginez un profil LinkedIn, vous arrivez dessus et vous voyez un bouton « Je me connecte ». Connectons-nous, rencontrons-nous, pardon. C'était ça le bouton. Et on clique sur le bouton, et là, bonjour, on n'a pas la feature, mais on pense la faire. Donc juste un survey. À l'époque, c'était pareil, c'était pas quelque chose, c'était impensable de mettre ça en production, ça marche pas. Pourtant, on l'a fait en une demi-journée, et en une demi-journée, on a été capable de savoir s'il y avait du potentiel derrière cette idée ou pas. Voilà. Vous avez mis la feature, ça ne fonctionnait pas. Le bouton disait « On pense mettre cette fonctionnalité, qu'est-ce que vous en pensez ?» On l'a ouvert un petit peu et on a récolté des feedbacks extrêmement précieux à ce sujet-là. Et on s'était fixé des critères de succès. Ok, si X% des personnes qui vont sur une page de profil où on affiche ce bouton cliquent dessus, c'est qu'il y a un certain intérêt. Si en plus X personnes des personnes qui ont ouvert répondent que oui, elles sont intéressées par cette feature, on se dit qu'il y a assez de potentiel pour potentiellement pousser le développement plus loin. Et ça nous a coûté une demi-journée de développement et on s'est rendu compte qu'il y avait en effet un potentiel. On s'est aussi rendu compte qu'il fallait faire attention au spam puisque coucou, t'es plutôt pas mal, rencontrons-nous dans la vraie vie. C'était pas forcément le but. Voilà. Ok, vous avez réitéré ce type d'action à demander l'avis finalement aux utilisateurs? Oui, mais pour le coup, c'est même une pratique que j'essaie de pousser de plus en plus partout, mais bon, maintenant c'est nettement plus répandu, des tests utilisateurs, etc. Ça va vraiment aller là-dedans. Ok. Et alors, tu reviens en France ? Et alors, je reviens en France, pas forcément pour la grisaille parisienne, ça me chauffait pas trop, mais plutôt pour Yvan et Jessie, les deux fondateurs tech de Doctolib. Mais à l'époque, Doctolib, c'est pas très connu pour le coup. Moi, de San Francisco, je connais pas du tout. Par contre, ceux que je connais, c'est Yvan et Jessie. Mafia Octo, bien évidemment. Et ils étaient peut-être un peu moins dans le mindset consultant quand j'étais à Octo. Par contre, je savais qu'ils étaient très, très, très bons exécutants. Ils avaient déjà eu des très beaux succès. J'avais eu la chance de faire une mission de 3 mois où j'étais développeur Rails avec eux. Et leur mindset, je le trouvais justement très à l'opposé de ce que je pouvais avoir aussi à Octo Technologies, avec des gros architectes J2E et des gros event source CQRS, etc. Eux, c'était plutôt l'extrême opposé, avec un pragmatisme sur une stack Rails assez à contre-courant. Et donc, je me suis dit, ces deux-là, je trouve qu'ils ont un très bon potentiel. On se connaissait un petit peu et on a discuté. Et ils m'ont demandé de venir. Donc j'ai vraiment abandonné le surf pour revenir là. En plus, le vendredi, j'étais à San Francisco avec galère d'avion. Et le mardi matin, j'étais dans la grisaille parisienne. Et vraiment, il faisait pas beau. Et premier meeting, j'arrive en retard. Je me fais engueuler par Stan Niox. Enfin, engueuler, non, mais chambré par le CEO. C'était très intense, encore en décalage horaire. Et là, le début d'une aventure complètement folle. Puisque, en effet, Doctolib, je suis arrivé, on était 80 personnes. 80 employés au total. Employés. À la tech, vous êtes... Et à la tech, il y a Yvan, Jessie, un stagiaire Rails et un freelance front. Donc 4. Ah ouais, vous êtes 4. Voilà. Alors, il y a eu des développeurs qui sont venus repartir un peu avant ça. Mais du coup, on va dire 4, 5, et c'est tech et produit. Voilà, puisqu'il n'y a pas de produit à l'époque. Il y a, on va dire, quelqu'un qui est d'une autre équipe et qui est un peu assistant côté produit. Et la boîte fait 80 personnes. Et quand je suis parti, il s'est passé pas mal de choses. Pareil, j'ai l'impression, là c'est différent. J'ai l'impression que ça a duré 2 mois ou 50 ans. Ça dépend des moments. C'est passé très très vite, c'était très très intense, mais ça a été aussi très enrichissant et plein de belles choses. Et quand je suis reparti, la boîte c'était 3000 personnes et la tech et le produit c'était 700 personnes. Et avec, moi je m'étais concentré sur l'ingénierie et une équipe qui devait faire autour de 250 personnes à la fin. Donc, mais du coup, toi quand tu arrives, tu fais quoi? Tu dev? Alors, tu sais quoi ton rôle? Justement, on m'a souvent posé la question, CTO, VP of Engineering. Pour moi, ça dépend complètement des contextes. On peut être CTO d'une personne, ça n'a rien à voir avec CTO de bien plus. Et pareil, le VP peut prendre beaucoup de rôle du CTO. Et donc,
typiquement, là, il y a 2 founders qui sont Yvan et Jesse, qui ont le title de CTO et c'est très bien, CTO fondateur, et ils sont absolument magiques. Et je reste persuadé encore à jour-là que c'est les meilleurs, c'est les développeurs les plus efficaces que je connaisse d'un point de vue pour délivrer un produit. Là où ils sont moins forts, ils m'en voudront pas, ça va être plutôt sur une partie méthodo et management, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus chercher un profil comme moi. Et c'est pour ça que je me suis plus concentré sur cette partie-là. Comment on arrivait un peu à structurer, puisque justement ils avaient essayé de scaler. Je pense qu'avec la vitesse de croissance de la boîte, il fallait scaler la tech. Et pour le coup, je crois que même les investisseurs à l'époque se disaient ok, c'est bien, ça grandit extrêmement vite, les sales, ça explose. Stan recrute une armée de sales, mais à la tech, vous avez Yvan et Jesse, quoi. Donc quand est-ce qu'on scale la tech ? D'accord, ils vont vite, mais ils sont moins focus sur le côté management, etc. Et là, pour le coup, oui, je pense que c'était... on recrute des gens, mais on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop comment les onboarder, on ne sait pas trop comment les responsabiliser, et du coup, ils s'en vont, et de toute façon, tant mieux, puisqu'en fait, ils sont nuls, mais on ne leur a pas laissé leur chance, mais en fait, un petit peu tout ce côté-là, quoi. Donc dès le début, c'est vraiment là, c'est l'univers startup. On bosse, c'était bossé très dur avec eux. Puis il y a un côté, on arrive au milieu de deux CTO founders qui ont la réputation d'être très exigeants. Donc comment on se place, comment on trouve sa place dans un binôme qui date de l'école. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que je pense que c'était très complémentaire. Déjà, eux deux sont très complémentaires et je pense que j'étais complémentaire d'eux. Donc là, je vais dire les premières années, c'était essayer de coder un petit peu pour comprendre le contexte, mais ça a été quand même très, très light, puisqu'en fait, déjà 60% des 12 heures par jour s'étaient passées à recruter, on va dire. Et puis après, c'était justement comment, exactement ce que j'évoquais un petit peu en début, comment on part d'un process qui, pour le coup, ils ont essayé plein de choses, et à chaque fois, c'était complètement pété. Comment on se dit, on va redémarrer d'une feuille blanche, et on va construire avec les deux fondeurs leurs exigences, et aussi le côté mise en place d'un process qu'on va complexifier, mais à chaque fois en expliquant bien aux personnes qui subissent ce process pourquoi on le fait. Sinon, justement, on le subit et on ne le comprend pas et on ne veut pas l'appliquer. Tu parles de process en général ou du process de recrutement ? Là, je parle que du process du process, on va dire, de développement, de delivery, parce que le process de recrutement, pour le coup, à l'époque où j'arrive, il n'y en a pas. Là, pour le coup, c'est terre ravagée, il faut reconstruire. Ok, process de développement. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as complexifiées des fois où tu t'es dit, où tu as fait machine arrière ? Est-ce qu'il y a c'est quoi les étapes de complexification d'un process ? Pourquoi ça se complexifie ? Il y en a énormément, mais c'est au fur et à mesure des années, puisque là, c'est 7 années folles, donc il y a des millions d'histoires. Les moments où il y a eu de la grosse complexification, ça a été la gestion de la dette technique. C'est très compliqué. Et le career pass, c'est quand même gestion de la dette technique et career pass, c'est quand même des moments très compliqués, mais c'est plus tard et c'est à grande échelle, on va dire. Donc il faudrait reposer la question, mais à quel contexte ? Early stage ou un peu plus tard ? C'est pas du tout la même chose. Alors, un peu plus tard ? Le process, je pense que le process de la gestion des dettes techniques, il a été refait à peu près 6 fois. Et en fait, c'est ça qui est génial avec l'hyperscale. Même si on fait un process qui est très simple, et qui marche aujourd'hui, il ne marchera pas demain. Et c'est ça qui a été passionnant à Doctolib, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a mis en place, c'était génial, c'était très pragmatique, etc. Et de toute façon, on savait qu'il fallait tout péter 6 mois plus tard, puisque l'équipe avait quasiment doublé et qu'il fallait tout réadapter. Donc on veut la chose la plus simple qui marche à date, mais le plus important, c'est de trouver les mécanismes pour pouvoir se réadapter rapidement. Et tous les 6 mois, tu pètes ce que tu as fait 6 mois avant, quoi. Doctolib, on a doublé la taille de l'équipe tous les ans. Et donc en fait, c'est ce qu'on dit aux arrivants. Alors attention, vous pensez new joiner, mais sachez que déjà dans un an, la moitié de l'équipe, c'est même pas encore qu'elle sera là. Et donc cet onboarding, il est freiné. Donc l'année prochaine, tu seras senior et tu devras coacher les juniors. Et ça n'arrête jamais. Et pareil, tous mes engineering managers étaient parfois effrayés. Il y a Bla,
un ancien d'Octo, bien sûr, Décidément. qui est ici avec moi à Click and Boat. Mais je me rappelle, il avait repris une squad et il l'avait fait super bien fonctionner. Elle marchait très bien. Et juste au moment où elle commence à fonctionner, je fais ouais, bah super, il va falloir la splitter et ça va devenir 2 squads. Et en gros, bah non, Nico, t'es relou. Là, on marche enfin super bien, un coup de rétrospective et d'amélioration continue. On a enfin une squad super fluide. Et ouais, faut tout péter, faut en faire 2 maintenant. Et ça, c'est sans cesse. Donc c'est très intéressant, ça s'embête jamais, mais c'est un peu éprouvant aussi. Donc tu arrives jusqu'à 250 personnes, du coup. J'ai pas le détail exactement, mais oui, voilà. Plusieurs centaines. Ces ordres de grandeur, ouais. Et alors, du coup, c'est plus le même boulot. Tous les 6 mois, si tu regardes dans le rétro, ta journée, c'est pas la même. Est-ce qu'à un moment donné, tu arrives, je sais pas, ce fameux syndrome de l'imposteur, la légitimité, qu'est-ce que je fais, enfin voilà, se poser ce type de questions. Alors, il y a eu vraiment, bon, c'est dur de revenir là-dessus, c'est tellement vague, mais je dirais que tout ce que j'ai appris chez Octo, ça m'a vraiment donné une carte mentale en tête et j'étais assez serein. Enfin, il y a des zones de doute, mais en fait, j'ai exécuté quelque part un plan qui était très flou, mais il a été exécuté jusqu'à 150 personnes sans trop de problèmes. Je dirais que tout ce que j'avais appris, engineering manager, faire des guilds, etc., des feature teams, tout ça, c'est bien arrivé jusqu'à 150 personnes. Et je dirais que c'est sur la fin, sur les 2 dernières années, en fait, j'avais plus la recette, pour le coup, puisque j'avais même pas d'exemple, et Octo n'en avait pas forcément vu de l'hyperscale. Et c'est là où je commençais à dire, à la fin, c'était une guild engineering director, avec qui chacun avait quasiment parfois 10 squads. Et donc du coup, comment on continuait à avoir cette culture. Et moi, j'aime bien manager un petit peu avec du point à point, connaître les gens, sentir les équipes. J'aime bien parler du nez du manager, on sait si une équipe elle va bien ou pas. Je pense que quand on arrive à 150, il y a cette fameuse règle de le cerveau humain peut avoir 150 relations en tête. Je pense qu'il y a vraiment un gap, puisqu'après, on manage plus forcément à la connaissance et à l'intuition, mais on manage plus par des systèmes. Et c'est là où j'avais moins les recettes, et je pense qu'en plus ça me plaisait moins. Par des systèmes, te dire du monitoring, des remontées de data, d'infos, Exactement. du KPI. Exactement. Il y en a énormément avant, mais on peut aussi se baser sur une intuition, sur sentir les équipes, le relationnel, poser des questions aux EM ou connaître les gens, pour connaître des points clés, des personnes qui servent un petit peu de thermomètre à droite à gauche, et d'avoir des relais de remontée d'informations. On peut encore le faire à plus grande échelle, mais on ne peut plus. C'est plutôt les systèmes qui vont prendre le point. Et c'est quelque chose qui m'a été dit aussi par Alex, qui a repris le rôle de CTO aussi après. Il me disait pareil, cette culture que j'ai beaucoup induite, je pense, pendant pas mal d'années à Docto, on ne peut plus vraiment la passer en point ou par des meetings. Faut plutôt avoir un playbook qui est forcément peut-être un peu plus bullshit ou lisse. C'est un document de 50 pages où on affiche des valeurs et puis on les ressasse et on les ressasse et on les ressasse et ça finit par rentrer. Mais comme on est obligé de le faire à l'échelle, donc c'est plutôt dans des grands meetings, des all-hands, etc. C'est moins du moins point à point. Et je pense que c'est un effet moins puissant, mais bien évidemment plus large. Et du coup, passé 150, faut changer de recette que tu n'avais pas. Donc, la réponse, c'est manager par des systèmes, de la remontée de data, du monitoring. Il y a... Donc ça, c'est une partie des... Il y a d'autres solutions, il y a des choses... Tu as pris des murs, toi, de 150 à 250, justement. Oui, des recettes qui n'ont pas marché ou des recettes que tu as trouvées. Bon, il y en a eu énormément. Il y a eu ce côté arriver à déléguer rapidement. Ça, c'est nécessaire et c'est souvent dit par des tech leaders et je trouve ça primordial. C'est trouver ces relais rapidement. Et pour le coup, il y a toujours un épisode des premières années à Doctolib que je trouve assez intéressant. C'est que moi, j'avais ce côté... il faut que j'évite des engineering managers pour pouvoir déléguer. Mais là, je mettais la barre très haute et je ne les trouvais pas. Et donc, j'arrivais pas à recruter ces profils. Donc, du coup, j'accumulais le nombre de développeurs et de direct reports et c'est monté jusqu'à 20. En parallèle de ça, il y avait Sylvain Huttard chez Algolia à l'époque qui me disait
Ah bah moi je veux plutôt une hiérarchie complètement plate et je veux pas de manager. Et j'étais waouh, sur le papier je trouve ça super inspirant, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Mais je me rappelle qu'on se parlait un petit peu puisque c'était à peu près les mêmes croissances au même moment. Et puis un jour il me dit ouais mais en fait 20 ça commence à être trop. Et moi je dis ouais je suis bien d'accord, 20 ça va être trop. Et en fait on a tous les deux convergé sur ok là il faut vraiment de ces engineering managers. Par contre c'est arrivé trop tard, j'aurais dû anticiper ça plus tôt puisque à 20 personnes, 20 direct reports bien évidemment on le fait très mal et c'est pas bon. Et j'ai refait la même erreur pour le coup à l'échelle du dessus quand il a fallu trouver ses directeurs. Ah ok. Voilà, exactement la même erreur puisque faut l'anticiper puisque c'est des profils qui sont extrêmement rares, extrêmement compliqués. Même quand on trouve des gens brillants, il faut qu'ils fitent dans la culture, dans le modèle, il faut laisser du temps. Et il y a eu un moment très dur où il y a un engineering director de tout un district, donc quasiment, il y avait déjà pas mal de feature teams dans ce district-là, où ça l'a pas fait. Et donc du coup, on est tellement dans le dur, on a tellement été dans le dur pour trouver cette personne-là qu'on a encore un peu envie d'y croire. Mais plus on y croit, plus on s'enfonce dedans. Et le jour où ça le fait vraiment pas et qu'il faut prendre une décision, même si la personne est brillante, c'est juste pas le bon fit, là on se retrouve avec tout notre boulot, qui est souvent très intense, plus 5 squads à manager en direct. Donc ça peut être compliqué. Le rôle, je pense, du manager un peu au-dessus, c'est aussi d'être bouche-trou parfois quand il y a des coups durs en dessous. Et faut savoir encaisser ça parfois. Ok. Et du coup, ton erreur, c'est de ne pas avoir assez anticipé le fait qu'il te faudrait des relais ou d'avoir mis la barre trop haut? Clairement de ne pas avoir assez anticipé avec le scale qu'on avait, puisqu'on met jamais la barre trop haute. Il y a bien longtemps, j'avais été interviewé et j'avais dit ne jamais baisser la barre, et j'en suis toujours convaincu. On peut avoir les meilleurs process du monde. Et est-ce que c'est une erreur que tu as faite, ça, du coup, dans l'urgence? Pour le coup, non. Non, t'as jamais baissé la barre, tu t'en es mis à la gueule. Oui, mais ça ça parce qu'on me l'avait dit, pour le coup, grâce à des podcasts, grâce à des choses comme ça, on me l'a toujours dit, ne jamais baisser la barre. Faut vraiment toujours en être convaincu. Par contre, parfois, là où j'ai pu me faire avoir, c'était parfois un petit peu sur les CV, de trop voir des noms prestigieux. Je vais quand même les termes, mais ou même des GAFA. Et on voit des noms prestigieux, on dit oh là là, avec ce CV-là, cette personne est forcément 10 fois meilleure que moi. Mais ce côté, j'aime bien essayer de trouver des gens, de recruter des gens. On se dit ils vont prendre ma place tellement ils sont bons. Les A recrutent les A, les B recrutent les C. Donc vraiment, essayer de trouver des personnes plus fortes que nous, qui vont nous pousser vers le haut. Mais parfois je me suis dit tiens, cette personne-là elle est mécaniquement A puisqu'elle a vu des choses incroyables, et en fait oui, mais ça veut rien dire, quoi. Et c'est intéressant cette notion de biais dans le recrutement. T'en as identifié, tu t'es fait avoir par d'autres biais? C'est plutôt ça, quoi. Effectivement, Facebook, Google, ils ont un process de recrutement tellement maboule que le mec... Ouais, c'est plutôt ce biais-là qui m'a quand même souvent... Ouais. Après, sur le recrutement, voilà, on est à un sujet sur lequel aussi on pourrait parler des heures, mais c'est vrai qu'on avait construit une machine en 7 ans qui était assez intense. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas mal fait mes armes sur le recrutement. Et alors, du coup, tu passes une belle tranche de vie chez Doctolib. Quand même succès, on a l'impression que... Enfin, pas gros succès. Qu'est-ce qui te pousse à partir? Et puis, qui plus est, choix qui peut des fois paraître curieux de repartir sur une aventure où, c'est quoi la taille des équipes là, chez Click & Boat, par exemple? Tech et de product, on est autour de 40 personnes. 40 personnes? Et là, l'entreprise de 100, ouais. Et alors, du coup, c'est un chemin qui est pas forcément intuitif. Tu peux nous expliquer un petit peu les raisons, le pourquoi? Bon, je pense même que l'histoire est rigolote. L'histoire presque un peu perso, mais le côté Doctolib, vraiment ce côté à la fin, et c'est d'ailleurs ce que je disais à beaucoup de personnes qui étaient assez nostalgiques plutôt du début de Doctolib. C'était mieux avant, on était plus petits, on se connaissait, etc. J'étais... Par plein d'aspects, ça peut être vrai. En tout cas, c'est un avis personnel. Ce qui est certain, c'est qu'à Doctolib, ce qu'on vit, c'est unique. Voilà. Tu peux aller dans une startup early stage à côté, il y en a plein.
et tu le trouveras sans trop de problèmes. Ce qu'on vit en ce moment, l'hyperscale à Doctolib, il n'y en a pas beaucoup en France, et ça c'est passionnant. Et c'est aussi pour ça que je suis resté dans ces dernières années, même quand c'était peut-être un peu plus managé par du process que par de l'humain. Et pour le coup, c'était super intéressant. Et j'ai extrêmement appris de manager à cette échelle-là et de savoir justement comment on continue d'induire une culture, comment on arrive à faire des changements, comment on implique encore les équipes et bien leur expliquer que oui, il faut que tout le monde, quand on voit des choses qui ne marchent pas, les remonter et arriver à changer. C'est plus un petit bateau agile, mais c'est plutôt un paquebot parfois. Mais comment on arrive encore à rester manœuvrable, c'est passionnant. Mais par certains aspects, je trouvais ça un peu moins fun. Et puis je pense qu'il y a des cycles. Et pour tout dire, j'avais un peu envie de faire un break et de faire un tour du monde en bateau. Voilà. Donc c'était un peu le projet, c'était de faire un certain break. Et ce qui est très rigolo, c'est que ça s'est pas fait. Mais ça se fera. Et il y a vraiment ce côté où c'était le projet. J'ai même fait des trucs assez rigolos. J'ai bossé dans un chantier naval pour justement apprendre à bricoler un bateau, etc. Et puis un beau jour, il y a un chasseur de tête. Ah ouais, t'es parti. Oui, parce qu'effectivement, si t'es tout seul. Oui, alors il y a plein d'idées. J'ai appris à naviguer sur le tard et je me disais, ok, en pleine mer, avec une avarie, je ne saurais pas faire. Donc, pour me rassurer, tiens, je vais essayer d'aller bricoler des bateaux. Et donc, c'était vraiment, vraiment passionnant, super expérience aussi. Et je salue Victor Nautisme qui n'écoutera jamais ce podcast, je pense, mais avec qui j'ai travaillé pendant un mois. C'est quoi, on les taguera, je sais pas s'ils ont un compte. C'est un petit chantier naval du côté de La Rochelle. Ok. Et donc du coup, un chasseur de tête m'appelle et en gros, réponse, non, je cherche pas. En gros, je suis un petit peu... Mais bon, en général, je décroche pas forcément à ce moment-là. Et puis, mais c'est quoi la boîte quand même ? Ah, c'est Click and Boat. Ah, c'est marrant ça. C'est Click and Boat, c'est dans le monde du bateau. Donc on va voir. Et donc là, je tombe sur Jérémy Bismuth, un des deux CEO. Et donc clairement, c'est le personnage qui arrive à me convaincre qu'il y a des belles choses à faire. Et surtout, en fait, après Doctolib, justement, je pense qu'il y a plein de Doctolibers pour qui c'est un petit peu le flou. Qu'est-ce qu'on fait après ? On sent bien qu'on a envie de faire autre chose, on a envie de repartir sur un nouveau cycle. Mais c'est quoi ? C'est taper plus gros ? En France, oui, il y en a, mais pas tant que ça. Donc c'est pour refaire la même chose, c'est pour faire de l'entrepreneuriat. Donc en gros, dans ma tête, moi j'étais resté sur trois options. Il y avait l'entrepreneuriat, et dans ma tête, c'est repartir pour au moins 5-10 ans, un bon gros cycle où il faut remettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y avait un cycle qui était CTO autour de la licorne française, pourquoi pas. Mais ça, je sentais que c'était un petit peu la même chose par plein d'aspects. Oui, il y a peu de place par ailleurs, quoi. Et il y a peu de place, bien évidemment. Mais pour le coup, je pense que le réseau et avec les preuves que j'avais pu faire, par t'avais le CV pour quoi. Voilà, on pouvait essayer d'y aller. Et la dernière option, c'était de revenir sur quelque chose où en fait, ça m'a le plus plu. Pas une toute petite start-up, pas une petite équipe, il faut qu'il y ait une certaine résilience, mais par contre avec une simplicité et quelque part, je dirais, toute l'équipe Tech and Product peut comprendre à peu près tous les sujets. Avoir en mémoire vive tous les projets, tout ce qu'on fait. Et je pense que ça a une certaine puissance qui me plaît bien. Par plein d'aspects, je pense qu'une équipe de 40 personnes peut être largement plus efficace qu'une équipe de 300 personnes. Et j'en suis convaincu. Donc au final, c'est une taille d'équipe qui te plaisait, une dynamique qui te plaisait. Tu voulais un contexte qui soit en croissance ou en scale, pas forcément ? Oui, pour un peu de challenge, mais c'est pas forcément le critère premier. Et en fait, c'était plutôt bosser avec des gens. Je pense que l'hyperscale peut amener, même si on baisse jamais la barre, même si on reste exigeant, forcément ça se dilue. Il y a plein de choses qui se diluent et l'exigence, nous on peut avoir la même. Il y a forcément des relais, il y a forcément des ratés, ou en tout cas on n'a pas forcément la même vision partout. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est en effet de bosser dans une équipe assez conséquente, mais qui reste à taille humaine et avec des profils très bons. Et pour le coup, en arrivant, en essayant de regarder à Click and Boat, j'ai pas mal creusé pour savoir l'équipe avant tout, les personnes avec qui je travaillerais. Et là, j'ai plutôt vu que des gens très intelligents, avec qui j'ai envie de bosser.
Et c'est là où je me suis dit qu'on allait y aller. Dans ton process de recrutement, tu as demandé, enfin c'était peut-être soit prévu, soit tu as demandé à rencontrer pour moi, une bonne partie de l'équipe. Ouais, tout à fait. Alors c'était un peu impliqué, et puis je pense qu'il y avait un côté aussi, encore une fois, ce CV et ce résumé. J'arrivais avec. Et puis je n'étais pas forcément en recherche active, donc il y avait ce côté où il y a vraiment, ça a été un entretien dans les deux sens, ouais, je pense. Et en parlant avec le VP Product, avec les CEO, etc., je me suis dit que ok, il y avait un beau potentiel, il y avait une bonne mentalité qui me plaisait. C'était pas l'hyperscale, mais ça pour le coup je l'avais déjà fait. Donc c'était comment on va aller les aider, quoi. Et alors, on n'en a pas parlé, mais Click and Boat, en fait, ça fait quoi? Click and Boat, c'est vraiment rendre accessible la navigation à tout le monde de manière numérique. Et c'est une mission qui m'est chère puisque je l'avais déjà été utilisateur. Et voilà. Ah, tu avais été utilisateur de Click and Boat Ouais. avant de... D'accord, ok. Ouais. Tout à fait. Mais comme ça, hein, et sans aucune idée derrière la tête, mais oui. Donc rendre la navigation possible, c'est quoi? C'est le permis? C'est la location? C'est quoi en fait? Alors pour être le plus simple possible, c'est vraiment un peu le Airbnb des bateaux. Hein. Ça permet de rendre accessibles les bateaux qui ne sont pas utilisés dans les ports en France, essentiellement. Et pour le coup, il y en a un paquet, quoi. Et pour le coup, il y en a un paquet. Et en termes de... alors, je sais pas si tu peux donner des chiffres aujourd'hui de où vous en êtes, de bateaux, nombre de bateaux que vous arrivez à louer, le parc existant. Alors c'est quand même pour donner des ordres d'idées, quoi. Une très belle aventure. Je voudrais pas m'avancer sur tous les chiffres, mais clairement aujourd'hui c'est le leader européen de la location de bateaux, et ils ont démarré en essayant vraiment de rendre accessibles les bateaux qui sont dans les ports et qui sont inutilisés. Ça a d'ailleurs très bien démarré comme ça en France, et puis aujourd'hui c'est vraiment une plateforme qui permet de réunir que ce soit les bateaux des professionnels ou les bateaux des individuels sur une seule plateforme. Voilà. Vous êtes en France et c'est en Europe, c'est vraiment voilà. Donc c'est en Europe, c'est en Espagne, c'est en Croatie, c'est dans toutes les destinations où vous voulez faire du bateau. C'est vraiment très complet, plus gros catalogue européen. On peut louer un bateau pour un tour du monde ou pas? Et j'ai même pas regardé ça pour le coup. Ouais, je pense que le loueur sera content. Tu le ferais comme ça, toi, ou tu l'achèterais, quoi? Et si vraiment on rapproche sur le côté perso, je pense que c'est plus dans les générations actuelles de pourquoi avoir un bateau de 20 mètres quand parfois on a envie d'avoir un bateau de 5 mètres et parfois un de 30 mètres. Et donc ça permet beaucoup plus de flexibilité. Donc non, j'ai beau être de plus en plus passionné par la voile, je pense que sans projet comme ça, je resterai locataire occasionnel et avec une adaptabilité bien plus grande grâce à Click and Boat. Par contre, le jour où je ferai un tour du monde, je pense que là j'achèterai un bateau que je revendrai au bout d'un an. Ok. Bon, t'as jamais coulé de bateau? Pas encore, non. Il y a du bois. Ok. Peut-être pour Click and Boat, si on a un peu de temps, moi ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est qu'en fait toute cette expérience de Doctolib, mais en fait aussi j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je démarre une nouvelle aventure, j'ai trop de chance, puisque toutes les expériences d'avant ont servi à être bien au bon moment. Et à Octo, j'ai appris plein de principes théoriques. À Doctolib, j'ai dû les mettre en place à une vitesse phénoménale et toutes mes croyances, mais un petit peu à marche forcée à cause de l'hyperscale et avec toute mon énergie et peut-être parfois un peu trop en doueur. Et ce que j'ai adoré à Click and Boat, c'est maintenant dans un contexte un peu moins intense de scale, pouvoir le faire de manière plus coach. Et c'est là où moi je trouve énormément de plaisir dans mon boulot aujourd'hui. Et je le fais vraiment de manière nettement plus coach qu'à Doctolib, où je me disais de toute façon j'ai pas le temps d'être coach. Je sais que c'est mieux sur le long terme, mais j'ai pas le temps, il faut le faire, c'est le rush. Coach, t'entends quoi? C'est l'objectif, c'est coach pour amener à l'autonomie de chacun. C'est ça, et c'est le côté ne pas venir avec les solutions, poser les questions.
voir les problèmes, mais faire que les autres personnes voient les problèmes, qu'elles fassent le cheminement d'elles-mêmes, etc. Mais ça peut être aussi bien pour un problème technique de pourquoi on peut faire les tests. On peut être un CTO, on peut arriver, on a vu une conférence, on dit ok, demain on fait des tests automatisés tout le monde et on a une couverture à 100%, ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, bah, ça ne marchera pas. Ou alors on peut prendre le temps d'expliquer pourquoi ça peut être intéressant, d'éviter les non-régressions, etc., etc. Et on peut attendre que tout le monde ait fait le cheminement et soit convaincu. Et donc bref, c'est deux approches, même si j'ai essayé un maximum d'être le plus coach et de déléguer un maximum à Doctolib, et je pense que je l'ai quand même fait parfois. Je sais qu'il y a plein de fois, c'était un peu d'énervement, un peu de rush pour des sujets comme ça. Et ben, je trouve que dans ce contexte de Click and Boat, j'ai vraiment réussi à, pour le coup, j'exagère bien sûr, mais ne rien faire et laisser tout faire et pointer du doigt les problèmes et poser des questions, etc. Et le vrai learning que j'ai, c'est que je savais que c'était mieux à moyen long terme, mais en fait j'ai l'impression, et c'est même pas l'impression, je suis convaincu que c'est mieux à court terme aussi. Voilà. Si on parle pas de la seconde, c'est mieux, tout le temps. Et si c'est mieux à court terme, c'est que tu en as déjà vu les effets. Tu as vu quels effets de ta posture coach du coup, sur, je sais pas, l'autonomie, sur l'implication des équipes, sur le produit par exemple, sur quels aspects tu vois des... Alors le vrai gros chantier de la transformation, il y a eu énormément de transformations à Tech and Product, je pense, depuis 1 an. Et là, tout a été sur un principe. Comme je disais, il y a des très bons profils qui étaient là, mais c'était plutôt qu'ils étaient un peu enfermés dans un mindset et qui est courant, et qui pour le coup était aussi un des mindsets qu'il y avait sur l'aspect tech à Doctolib quand je suis arrivé, c'est on rate quelque chose, on va mettre une protection et on va lui enlever les clés de ça puisqu'il a fait une bêtise. Et petit à petit, on rajoute des barrières et des béquilles à tout le monde pour éviter les erreurs. Action-réaction, quoi. Voilà, et on va mettre des protections et des contre-mesures, etc. Et au final, on finit avec tout le monde qui est trop assisté et qui a tous les membres atrophiés et qui ne réfléchit plus du tout. Donc je pense qu'il y avait plein de bonnes personnes, mais il fallait juste désamorcer ce cercle vicieux de déresponsabilisation pour le remettre vers de la responsabilisation. Typiquement, il n'y a que les leads qui ont le droit de faire des code reviews, il n'y a que ces personnes-là qui ont le droit de mettre en prod, il n'y a que ces personnes-là qui ont accès à ça, etc. Et ça fait qu'on a des devs qui sont des pileurs de tickets, qui sont là pour pisser du code. Moi, mon boulot, c'est juste de penser à la technique et de bien le faire, etc. Alors que... Donc là, toi, tu te bats là-dessus, et quand quelqu'un fait une connerie, tu mets pas une protection, quoi. Exactement. C'est le droit à l'erreur, quoi. C'est le droit à l'erreur, et bien évidemment avec ce côté de post-mortem et d'avoir tout un mécanisme qui fait qu'on va essayer de pas trébucher 2 fois sur le même caillou. On se le prend 1 fois, il n'y a pas de problème, mais 2 fois ça devient embêtant et 3 fois ça devient problématique. Ou 3 fois on met la protection. En fait, on met une protection ensemble. Dès qu'il y a un problème, on réfléchit et on va pas se dire tiens, je t'enlève les droits, tu le fais plus maintenant, quoi. C'est plutôt ok. Qu'est-ce qu'on fait ensemble de mieux pour plus retrébucher sur ce caillou, quoi. Ah bah tiens, on pourrait mettre de la peinture jaune. Ah bah tiens, c'est une bonne idée ça. Fais-le. J'aurais pas dit mieux. Exactement. Et ce côté de voir analyser l'erreur ensemble, quoi, plutôt de se dire ah dis non, il est nul, je vais lui enlever ça, quoi. Ok. Et là pour le coup c'est Marty Kagan qu'il faut citer. Je me remets pas mal à le lire en ce moment puisque je rattaque un peu plus aussi à comment on peut même faire ça sur le produit. Donc je pense qu'on est passé vraiment de développeurs qui étaient absolument inintéressés par la finalité de leur ticket à aujourd'hui on essaye à Click and Boat, mais on avait fait le même cheminement à Doctolib, qui essaie de plus en plus être impliqués dans leur ticket, pourquoi on le fait, etc. Mais maintenant, c'est même avoir les équipes qui soient de plus en plus impliquées dans leur roadmap et comment je peux remonter sur l'entreprise, auquel codir, auquel les CEO, donnez-moi la stratégie de l'année, mais après, c'est moi qui trouve le chemin pour y aller, quoi. Et les équipes trouvent le chemin, mais est-ce qu'elles peuvent influer également sur la stratégie ? Alors oui, est-ce qu'il y a des mécanismes de remontée d'idées Oui, et là aujourd'hui, il y a déjà, en fait, c'est vraiment de remonter le plus en plus d'un étage, mais là on était plutôt déjà les développeurs remonter d'un cran et essayer de challenger juste sur une user story, et du coup les engineering managers essayer de challenger les projets qu'on vous donne, et les product managers essayer de challenger la roadmap
qu'on peut vous donner. Et c'est vraiment essayer de faire remonter tout le monde d'un étage et que tout le monde arrive à progresser vers la stratégie, avoir le plus, enfin en tout cas la comprendre. Mais oui, bien évidemment, c'est une boucle de feedback et il faut que faut que la stratégie soit basée sur les remontées de tout le monde. Ok. Eh ben écoute, c'est clair. On arrive. Je crois que tu as un petit pot d'équipe dans pas bien longtemps. et ça tombe plutôt pas mal parce qu'on arrive sur les dernières questions du podcast. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms? Parce qu'il y en a un que je vais connaître, que je vais pouvoir intuiter. Mais tu en as peut-être d'autres? Non, c'est celui-là. Dans le monde professionnel, c'est clairement ça. Et d'ailleurs, j'en ai pas tellement d'autres. C'est NDN, donc comme tout bon ancien Octo. J'ai mon Trigramme et c'est comme ça qu'on m'appelle à pas mal d'endroits. Ok. Sinon, j'imagine dans le perso, Nico. Oui, ça marche bien. Mais j'ai oublié que je m'appelais Nicolas en vrai. Ok. Est-ce que tu as un mantra, une expression qui te suit ou plusieurs? Il y en a beaucoup. Il y a le less is more, la simplicité vraiment partout, que ce soit dans les process, dans la technique. Pour moi, ça c'est vraiment critique. Toujours rendre la chose la plus simple. Et puis j'aime bien cette petite boutade aussi. Quand vous sortez d'un meeting où vous sentez que on n'a rien dit, essayez de placer on fait comme on a dit. Pour moi, ça veut bien dire il s'est rien passé, on n'a rien décidé et il se passera rien. Ça arrive souvent? Oui, malheureusement, mais c'est bien quand ce qui est génial, c'est quand les autres commencent à le dire. Je la retiens. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? J'avais les 6 morts, mais... Je te propose un truc. Je ferais bien un truc, Doctolib, quand même hyperscale, tout ça, Click and Boat, monde du bateau. Je ferais bien réunir les deux sur un truc du type il a le vent en poupe ou quelque chose comme ça. Ou le vent en poupe. Le vent en poupe. Le vent en poupe. Feu là-dessus. C'est très bien là-dessus. Top. Et est-ce qu'il y a... C'est une dernière question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose. C'est quoi le secret d'un bon recrutement? Bon, et écoute, tu vas devoir te coller à la réponse à cette question. C'est bien évidemment processé, mais il y a énormément de bouquins là-dessus. Mais c'est... n'hésitez pas, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et vraiment, trustez un peu votre gut feeling. Et est-ce que alors, franchement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors, c'est quelque chose que effectivement on entend. Est-ce que c'est régulièrement? Est-ce que tu te l'appliques à chaque fois? Est-ce que tu as fait la connerie? Bien évidemment. Bien évidemment, j'ai fait la connerie. Oui. Mais on commence à s'écouter de plus en plus. Et je dirais que oui, parfois on a des bonnes surprises, bien évidemment. Mais encore une fois, il ne faut jamais baisser la barre et c'est trop de temps perdu. Donc ne jamais baisser la barre, anticiper ces recrutements. Et t'as une scoring card ou pas? Tu te fais une scoring card? Alors bien évidemment, on n'est pas allé dans ce sujet-là, mais un process de recrutement, c'est un process. Et pour le coup, il doit être plus il est at scale, plus il doit être autour de boulon près. Mais sinon, oui, c'est bien séparé en quelques entretiens et que chaque entretien soit bien concentré sur ce qu'il essaie d'assesser. Voilà. Ne pas poser les mêmes questions à chaque entretien. Il y a des entretiens techniques, il y a des entretiens méthodos ou mindset ou que sais-je ou valeurs. Il ne faut pas les mélanger. Donc une scoring card par type d'entretien. Et quand on se réunit à la fin pour bien débriefer du candidat, chacun juge ce qu'il a à juger. Et 3 entretiens? Ça dépend, mais pour moi, c'est trois entretiens assez complémentaires, oui, qui peuvent s'agrémenter d'un vie-ma-vie dans les équipes ou de choses comme ça. Ok. Et ça marche. Et je te remercie pour ces derniers petits conseils de recrutement et pour d'avoir accepté de venir nous parler de toutes tes belles expériences, dont celle en cours chez Click and Boat. Et merci encore de m'avoir accueilli dans ces locaux et je ne tangue pas.
Tant mieux. Tu verras en sortant. Il y a eu 5 minutes où je me suis dit, oh, attends, il se passe un truc. Mais au final, ça a été quoi. Super. Bah écoute, je te remercie en tous les cas. Très cool. Merci beaucoup à toi. Super. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.